Bonjour à tous. Tout d'abord, laissez-moi vous remercier pour l'excellent accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo de la gag. Je m'attendais pas à un tel succès. Pour une petite chaîne comme la mienne, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors avant de commencer, je voudrais juste vous dire que YouTube a refusé la monétisation de ma chaîne parce que apparemment parler de stratégie dans un conflit terminé depuis presque 80 ans, ça va à l'encontre des règles de la plateforme. On ne sait jamais, ma petite chaîne pourrait vous donner des idées saugrenues et l'un d'entre vous pourrait vouloir avoir envie d'envahir un pays qui n'existe plus comme l'URSS par exemple. Pour y remédier, je vous proposerai un marché à la fin de la vidéo et en prime, vous pourrez même voir ma tête brièvement. Ne me remerciez pas, je sais que vous en rêviez. Bref, blague à part, aujourd'hui, nous plongeons dans les eaux froides de l'Atlantique Nord, mais pas dans les années 40. On remonte une guerre en arrière et vous allez voir que les Alliés sont passés beaucoup plus près de la défaite qu'on ne le pense généralement, en tout cas sur ce théâtre d'opération. Si les Allemands ont encore une fois accumulé les erreurs, ils n'en sont pas moins passés très prêt à un cheveu, à quelques décisions judicieuses, de mettre la Grande-Bretagne complètement KO. Dites-vous bien que parmi tout ce dont je vais vous parler, si une ou deux décisions avaient été prises différemment, le XXe siècle aurait été allemand et notre chef d'État serait peut-être le Kaiser Guillaume VI. Aujourd'hui pour m'accompagner, j'accueille Lin Lin qui fera la petite voix. Merci Lin Lin de nous accompagner. Hello, Madeline. First time on your channel. Et peut-être pas la dernière. J'espère que tu as tes palmes et ton tuba. Is this useful for video? Pas spécialement, mais les eaux froides de l'Atlantique Nord nous attendent et une fois n'est pas coutume, on va commencer avec une nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes' father? What does that has to do with submarines? Eh bien, figure-toi qu'en plus d'être un grand romancier, ce cher Conan Doyle était aussi clairvoyant. Clairvoyant quant à la vulnérabilité de son pays face aux sous-marins. Et il publie une nouvelle intitulée Danger au mois de juillet 1914 alors que l'Europe bouillonne et se prépare à la guerre. Dans cette histoire courte, il décrit comment la Grande-Bretagne, première puissance maritime mondiale, est mise à genoux par 4 sous-marins d'un petit pays imaginaire et en 10 jours seulement. La plupart des experts qui commentent sa nouvelle la jugent peu crédible, mais ils reconnaissent néanmoins que l'écrivain voit juste en ce qui concerne la dépendance de son pays à sa flotte marchande. Cette nouvelle a le mérite d'éveiller les consciences anglaises et va peut-être donner des idées au camp d'en face. Do you think the German read it? Ça n'est pas tout à fait impossible. Toujours est-il que s'ils l'ont lu, ils ne prennent pas immédiatement conscience du potentiel de leur flotte sous-marine. Les Allemands, pour des questions de prestige, désirent concurrencer la Grande-Bretagne sur les mers, et pour cela, ils engloutissent le quart de leur budget militaire annuel dans les croiseurs et les cuirassés. En fait, c'est le péché originel de l'Allemagne dans cette guerre sur les mers. À l'époque, l'Allemagne ne peut compter que sur l'appui de l'Autriche-Hongrie et éventuellement sur celui de l'Italie qui font partie de son alliance. Autant dire que niveau marine, ni l'un ni l'autre ne sont spécialement performants, en particulier en dehors de la Méditerranée. Face à elle se dresse bien sûr la Grande-Bretagne, première puissance navale du monde à l'époque, et celle-ci est alliée à une autre grande puissance navale qui a fait ses preuves en 1905, le Japon, qui entre en guerre contre l'Allemagne le 23 août 1914. Et bien entendu, la Grande-Bretagne peut compter sur l'appui de la France, dont la flotte est certes vieillissante, mais qui constitue quand même une force d'appoint convenable. Quel que soit le nombre de ses cuirassés, l'Allemagne n'aura jamais les moyens de rivaliser avec ses ennemis, surtout quand ils sont cumulés, sans compter que les États-Unis, autre flotte d'importance, sont assez peu susceptibles de prendre le parti du Kaiser. En bref, l'Allemagne n'a pas les moyens, loin de là, de briser les traînes du blocus britannique, d'autant plus que ces derniers sont malins. Plutôt que de surveiller les ports comme le faisait la Royal Navy au XIXe siècle, la flotte anglaise se contente de fermer l'accès à la mer du Nord et à la Manche pour affamer l'Allemagne. Cette dernière importe en effet un quart de ses besoins alimentaires et l'arrêt d'importation de nourriture en provenance d'autres pays affecte immédiatement la population et l'Allemagne va se battre le ventre vide. Okay, but why did the Germany not immediately send its submarines at that time? Parce qu'elle n'en a pas assez. En fait, l'amiral Tirpitz, qui commande la Kaiserliche Marine, ne jure que par les gros canons. Pendant toute la période qui précède le conflit, il ne cesse de réclamer davantage de navires de ligne pour sa flotte,
Et du coup, le Deuxième Reich se ruine en gros bateaux qui ne lui serviront à rien, sachant que chaque cuirassé construit lui coûte l'équivalent de 20 sous-marins. Tu imagines, en fait, si l'Allemagne avait eu 3 cuirassés en moins, elle aurait eu 60 sous-marins de plus. Pour être honnête, c'est pas tout à fait la faute de Tirpitz, cet énorme gâchis de temps et de ressources. La responsabilité en revient plutôt au Kaiser, Guillaume II, qui entend mener une politique d'envergure mondiale qu'on appelle la Feldpolitik. Il considère pour cela d'avoir besoin d'une flotte de guerre capable de rivaliser avec la flotte britannique, et sur ce point précis, les Allemands souffrent de n'avoir aucun grand penseur d'envergure capable de mettre en place une stratégie efficace au niveau de la marine. Ils n'ont juste pas d'expérience à ce sujet. But submarines never come close altering the course of war, did they? Laisse-moi te raconter une anecdote. Le 22 septembre 1914, la guerre a commencé depuis un peu plus d'un mois. Un petit U-boat, le U-9, qui est commandé par le capitaine Otto Wedingen, patrouille au large des Pays-Bas quand il aperçoit 3 croiseurs britanniques, l'Aboukir, le Hogue et le Crécy. Tu noteras au passage que 2 de ces navires portent le nom de victoire anglaise remportée contre les Français. Enfin bref, le sous-marin tente sa chance et tire une torpille qui touche l'Aboukir qui va sombrer rapidement. Les Anglais sont surpris, ils pensent que l'Aboukir a juste heurté une mine et ils n'ont juste pas repéré la torpille. Au lieu de se mettre à zigzaguer pour éviter d'autres tirs du U-boat, le Hogue, qui ne sait pas comment réagir, présente son flanc dans l'arc de tir de l'U-9 qu'il expédie à son tour dans les profondeurs. En tirant, le sous-marin se cabre et il fait une embardée qui le fait sortir de l'eau à la surface. Donc il est aperçu par le dernier croiseur, le Crécy, qui lui tire alors dessus avec tous ses canons. La puissance de feu d'un croiseur contre un pauvre petit canon de sous-marin. Eh ben, tiens-toi bien, les Anglais ratent leur tir. Le U-9, de son côté, expédie une seule torpille et coule un 3e croiseur. En 75 minutes, un petit sous-marin rudimentaire, à peine capable de plonger à 50 mètres de profondeur, a coulé 3 croiseurs de la Royal Navy, qui a perdu dans l'affaire 1459 marins. Je répète, un petit sous-marin avec 29 hommes d'équipage a coulé 3 croiseurs pour un tonnage total de 36 000 tonnes. C'est un des plus grands exploits de sous-marins de tous les temps, et pendant quelques semaines, les Allemands pensent que les sous-marins permettront d'étouffer le commerce de la Grande-Bretagne, d'autant plus que leur belle flotte de surface se contente de rester au port et de rouiller à l'ancre. Une flotte qui, en 1912 et 1913, absorbait jusqu'à un tiers du budget des forces armées allemandes. Bref, face à quelques sous-marins, la Grande-Bretagne semble très vulnérable. But were the Germans wrong? How could the Allies defend themselves against U-boat during that time? Ta question est excellente. Il ne faut pas oublier que l'on parle des années entre 1914 et 1918. Les tout premiers moyens de détection sous-marine à peu près convenables, qu'on appelle les hydrophones, ne seront inventés qu'en 1917 et testés véritablement en 1918. Pendant 3 ans, les Alliés n'ont pratiquement aucun moyen de détecter les sous-marins. Pour les attaquer, ils n'ont pas grand-chose non plus. L'usage des grenades sous-marines ne commence qu'en 1917 et ces dernières sont encore assez mauvaises. Bref, pour les U-boats, le danger ne vient pas spécialement des Alliés. Pour te donner quand même une idée de à quel point certains U-boats ont été efficaces, il faut savoir que ceux de la Deuxième Guerre mondiale n'ont jamais été capables d'atteindre les scores des meilleurs sous-mariniers de la Première Guerre mondiale. Ça veut dire que vraiment, pendant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas grand-chose qui était capable de stopper les U-boats et les Allemands auraient vraiment pu jouer dessus. Wait, you're not answering my questions. Was it possible that submarines could have isolated the UK? Ils auraient pu, réellement, si encore une fois les Allemands n'avaient pas eu faux sur toute la ligne dans leur choix stratégique. Comme je te l'ai dit, les Alliés ont assez peu de moyens pour chasser les sous-marins. Côté allemand, c'est simple, ils n'ont pas encore assez de sous-marins et pour des raisons de prestige, ils conservent leur belle marine au port avec des équipages, des mécaniciens et des capitaines qui pourraient être employés ailleurs et à meilleur escient. Les Allemands vont faire une autre erreur, c'est-à-dire qu'ils vont disperser leur flotte sous-marine. Ils conservent des unités dans la Baltique, ils en envoient certains en mer du Nord, d'autres en Méditerranée, d'autres en mer Noire et enfin certains dans l'Atlantique. C'est un gigantesque gâchis. Non seulement il manque de U-boats, mais en plus ils saupoudrent les océans un peu partout avec, ce qui fait que ces derniers ne peuvent pas avoir un impact décisif où que ce soit. Si dès le départ ils avaient pris une décision claire, comme par exemple tous les sous-marins dans la Manche et l'Atlantique, alors là, ils auraient eu une petite chance de faire la différence, mais ce ne sera jamais le cas. Le pire dans l'histoire, c'est que les Alliés ont été plutôt lents à réagir. At the same time, you just said that they didn't really have the means to fight the U-boats. Ça n'est pas parce que les armes anti-sous-marines sont médiocres qu'il n'est pas possible de lutter contre eux.
Une des premières mesures qu'ils ont mises en place, c'est de décider de faire des convois. C'est un système que les Anglais connaissent très bien, étant donné qu'ils l'ont utilisé dans la plupart des guerres contre la France pour vider les océans et rendre la protection des navires marchands plus facile. Sans convoi, un sous-marin croisait un navire marchand à peu près tous les 2 jours. Avec les convois, les sous-marins ne croisent plus de navires marchands que tous les 15 jours. Je vais quand même te décrire comment se passait une attaque de sous-marin à l'époque. Tu vas voir, c'est très différent de ce que l'on croit. Well, it's pretty easy, right? You spot a ship, position yourself, and launch a torpedo. Non, 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 pas du tout. Envoyer une torpille sur un pauvre navire marchand par surprise au début de la guerre, c'est un non catégorique. Tu te souviens quand je te parlais de la nouvelle de Conan Doyle en début de vidéo? Eh bien, quand on a demandé aux amiraux de la Royal Navy ce qu'ils en pensaient, l'un d'entre eux, qui s'appelle Penrose Fitzgerald, dira ceci. I do not myself think that any civilized nation will torpedo unarmed and defenseless merchant ships. Ce qui signifie « je refuse de croire qu'une quelconque nation civilisée puisse torpiller des navires marchands non armés et sans défense ». En fait, à l'époque, couler ainsi par surprise des navires de commerce non armés est considéré comme une abomination par les deux camps. Le procédé d'attaque des sous-marins consiste à arraisonner un navire, inspecter sa cargaison et si celle-ci comporte quoi que ce soit qui puisse être utilisé par l'ennemi, faire évacuer l'équipage avant de couler le navire au canon. C'est pour cela, par exemple, que les gros paquebots ne sont pas censés être menacés par les sous-marins parce qu'ils transportent des civils quand ils n'ont pas été reconvertis en transport de troupes. Le processus d'inspection tout entier étant beaucoup trop long quand un navire transporte des milliers de personnes. Sans compter que, imaginons que pour les équipages de sous-marins de l'époque, ils arraisonnent un paquebot, il y a un peu plus de 1000 personnes à bord, il suffit qu'il y ait une vingtaine de soldats pour neutraliser l'équipage du sous-marin. Donc bref, c'est beaucoup trop dangereux pour ces derniers d'arraisonner des paquebots et ils ne sont pas non plus censés les couler à la torpille. D'ailleurs, sur le plan moral, les marins allemands sont des hommes qui ont une conscience pour la plupart et beaucoup d'entre eux refusent de tuer des milliers de civils innocents pour tuer quelques militaires. Si la violence de la Première Guerre mondiale est extrême, on n'atteint pas encore les horreurs du fanatisme du Second conflit mondial. But that's how the Germans did it, right? Look at the sinking of the Lusitania. Effectivement, les U-boats vont finir par torpiller un paquebot et c'est comme ça qu'ils vont faire la plus grande erreur stratégique de toute la Première Guerre mondiale. Mais je vais un peu vite. Alors, pour rappel rapide, le Lusitania est un paquebot transatlantique britannique qui transportait 2000 personnes et qui a été torpillé par le U-20 du capitaine Walter Schwieger. Résultat, 1198 morts, dont 128 Américains. Ça, les États-Unis, ils n'ont pas du tout apprécié. Quand l'opinion publique de l'autre côté de l'Atlantique apprend ceci, elle bascule dans le camp de l'entente, alors que jusque-là, elle était plutôt neutre. Il faut savoir qu'il y avait aussi beaucoup de personnes d'origine germanique aux États-Unis. Au début de la guerre, pour ne pas fâcher les Américains, la Royal Navy avait décidé de laisser passer les cargos des États-Unis à destination de l'Allemagne. Avec le torpillage du Lusitania, les Britanniques sont désormais légitimes pour interdire tout trafic maritime à destination du Reich, y compris celui des navires neutres. Pour se remettre dans le contexte politique, les Allemands déclarent à partir du 18 février 1915 que tous les cargos de l'entente qui naviguent dans les eaux britanniques seront considérés comme des cibles légitimes pour une attaque à la torpille. Comme les membres de l'entente ne sont pas complètement idiots, la première chose qu'ils disent à leurs navires marchands, c'est d'arborer les pavillons de flotte neutre comme le pavillon hollandais ou le pavillon norvégien ou encore américain. Craignant que les États-Unis ne rejoignent le conflit, le chancelier Bethmann Hollweg ordonne l'arrêt des attaques sur les navires neutres, mais la Kaiserliche Marine fait exprès de ne pas répercuter l'ordre immédiatement à tous les sous-marins et les Allemands vont couler le SS Arabic en mars, un peu avant le Lusitania, tuant 3 Américains, et surtout l'Ordunia en juillet 1915, ce qui tue 28 Américains à nouveau. Là, le président Wilson voit rouge, il commence à taper du poing sur la table et le chancelier allemand présente personnellement ses excuses et fait cesser un temps les attaques de U-boats sur les navires marchands autour du Royaume-Uni. À partir de ce moment-là, les Allemands sont dans une impasse stratégique. What's a strategy deadlock? C'est le fait de se retrouver coincé entre plusieurs options dont les conséquences sont funestes, quelle que soit celle qui est choisie. Pour le Reich, les choix sont les suivants. Soit ils continuent d'attaquer les navires de commerce, y compris les neutres, et risquent de s'aliéner définitivement les États-Unis, soit ils cessent leurs attaques, et dans ce cas, les navires de l'entente peuvent naviguer sans crainte. Dans les deux cas, ils sont perdants. Ils ont d'autres options bien sûr, mais elles ne sont même pas envisagées par l'état-major. But what other alternative did they have?
Alors, ils pourraient par exemple concentrer leurs sous-marins en Méditerranée. Il n'y a quasiment aucun navire de commerce américain dans cette zone et de nombreux points de passage sont obligés comme le détroit de Sicile ou celui de Messine. Paralyser la Méditerranée permettrait d'aider l'allié ottoman tout en ralentissant les échanges entre la Grande-Bretagne et son empire puisque les navires seraient obligés de faire le tour par le cap de Bonne-Espérance. D'ailleurs, si on regarde les chiffres, c'est en Méditerranée que les sous-mariniers allemands vont faire le plus de dégâts. D'ailleurs, dans ces années-là, le détroit de Gibraltar n'est pas encore le piège à sous-marins qu'il deviendra pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc rien n'empêchait les Allemands d'y déployer plus de U-boats. Autre point important, tenir la Méditerranée aurait empêché la constitution du front de Salonique, et pour ceux qui ne savent pas, c'est sur ce front, au sud de l'Europe, que s'est produit la percée décisive qui a fait basculer la guerre en mettant successivement KO la Bulgarie, l'Empire ottoman et l'Autriche-Hongrie. L'autre option, qui est plus risquée, aurait été de saturer la Manche de sous-marins pour priver de renfort le corps expéditionnaire britannique. Cependant, l'opération est considérée comme beaucoup trop dangereuse par les Allemands à cause des mines sous-marines. Et la petite ironie de l'histoire, c'est que beaucoup de ces mines ont été posées par les Allemands eux-mêmes. So what are the Germans going to do? Comme d'habitude, ils vont choisir l'option de tenter une grande bataille pour mettre l'ennemi hors de combat. Ça, c'est une constante de la stratégie allemande, et elle foire à chaque fois. Dès que les Allemands sont en difficulté quelque part, ils lancent une grande bataille en espérant faire craquer l'ennemi, quelles qu'en soient les conséquences. On l'a vu avec Verdun, on l'a vu Barbarossa, ce genre de choses. Dans le cadre de la guerre sous-marine, les Allemands lancent leur grande offensive en 1917 et bien qu'ils aient tenté de renforcer leur flotte de U-boats, ils n'en ont toujours pas assez pour atteindre leurs objectifs. Il faut savoir qu'avec la technologie de l'époque, la moitié des submersibles disponibles est constamment en maintenance et bon, même si l'offensive est violente, elle ne compte pas suffisamment de U-boats pour faire la différence. L'amiral Otzendorf, en charge des U-boats, estime qu'en coulant 500 000 tonnes de navires marchands par mois, il fera peur aux navires neutres et que 40% d'entre eux pourrait cesser d'alimenter la Grande-Bretagne. Ce chiffre sera atteint et même dépassé, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, mais il n'aura pas du tout l'effet escompté. Les États-Unis rejoignent le conflit et des centaines de navires allemands sont saisis dans les ports américains. La simple addition de ces navires saisis avec la flotte américaine et les capacités de production cumulées des Alliés fait définitivement basculer la guerre. But in the end, the U-boats never stood a chance. Alors, ils en auraient eu une si les Allemands avaient théorisé correctement la guerre sous-marine. Sur ce point, les Français, avec leur théorie navale que l'on appelle la Nouvelle École, avaient correctement théorisé le conflit naval dans un rapport du faible contre le fort. Au contraire, les Allemands, qui étaient faibles sur les mers, ont essayé de jouer au fort, et c'était là leur péché originel. Ils n'avaient jamais fait l'expérience d'un conflit naval contre la Grande-Bretagne et cette inexpérience ainsi que le manque d'humilité des Allemands les a conduits au désastre. Pour la petite anecdote, le général Ludendorff, général en chef du Reich, au moment de lancer l'offensive sous-marine, disait « Je me moque des Américains, ils n'ont même pas d'armée ». 1 an et demi plus tard, il y a plus d'1 million de soldats américains en Europe. Chapeau l'artiste. Merci Matt Vind. À prochaine fois. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, merci à toi Ninine, ça fait vraiment très plaisir de voir la façon dont vous accueillez la chaîne. Je vous l'ai dit, YouTube a refusé la monétisation parce que apparemment parler de stratégie c'est quelque chose de très très mal. Donc je vais ouvrir un Patreon pour soutenir la chaîne, alors ne partez pas tout de suite, le coût du Patreon c'est 1 € si vous en avez la possibilité. Évidemment si vous ne pouvez pas le faire, je comprends très bien. L'idée c'est, moi j'aimerais bien pouvoir vous proposer des vidéos encore plus travaillées avec notamment des animations, avec des choses un petit peu plus visuelles qui pourraient aider je pense énormément sur cette vidéo. Donc voilà, vous me voyez, je vous fais un petit coucou au passage. Pourquoi est-ce que j'ouvre ce Patreon ? Pour financer tout ce dont j'ai besoin, je n'ai pas suffisamment de revenus par moi-même. Je ne suis pas encore à ce stade-là de ma carrière. Donc j'ouvre ce Patreon. Ceux qui pourront donner, merci à vous. Vous pourrez voir les vidéos un petit peu plus tôt, enfin vous pourrez les entendre un petit peu plus tôt pour être exact, puisque je ne mettrai que l'audio sur le Patreon, mais vous l'aurez 3 jours avant le reste des gens qui iront regarder les vidéos sur YouTube. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'aurais pu écrire une vidéo qui était beaucoup plus longue parce qu'il y avait tellement à dire sur ce sujet, j'ai été obligé de me restreindre. Notamment sur le fait que le timing de l'offensive sous-marine allemande de 1917 était absolument catastrophique. Mais bon, je n'ai pas pu tout dire dans cette vidéo.
Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici, et je vous dis à très bientôt.